Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait sport sur TV78. L'émission à ne surtout pas manquer sur vos écrans également en podcast si vous êtes un passionné de sport local. Aujourd'hui, il y aura comme toujours des analyses techniques, des décryptages et surtout une dose de bonne humeur comme toujours pour m'accompagner. Une vraie Dream Team. Nos chroniqueurs sont avec nous sur ce plateau. Présentation en musique. On commence à ma gauche. C'est un véritable combattant. Il n'hésite jamais à descendre dans l'arène pour donner le meilleur de lui-même. Il est souvent juste, il est parfois clivant. Notre gladiateur Pierre Chevalier est avec nous pendant une heure. Salut Mika, salut les amis, ravi d'être là. On s'est toujours monté vers les JO, en pleine forme. Oui, ça approche là. Ouais, il n'y a plus que, le printemps et l'été qu'on attend côté météo, mais à part ça, le reste des événements sportifs arrivent. On garde peut-être le soleil pour les JO justement. Ouais, ça serait une. Pas trop de soleil non plus pour les athlètes, ouais. Pas de canicule. Pas trop chaud, ouais. Pas trop chaud pour les performances. Quand même pas trop chaud. On continue de l'autre côté. Musique, c'est un véritable passionné de sport. Il sillonne tous les terrains d'Île-de-France depuis plusieurs décennies. C'est une encyclopédie sportive dans tous les sports. Il va nous éclairer dans cette émission comme d'habitude. Mr. President, Philippe Volac. Bonjour à tous. Orange est avec nous pendant une heure. Bonjour à tous. Toujours un plaisir d'être là. Donc voilà. Et je reviens d'un week-end en Bretagne où il a fait super beau. Donc voilà, ça change un peu, comme quoi, je veux dire, voilà. Donc en pleine forme. Pleine forme, pareil, les JO approchent. Les JO approchent, les fins de saison, 2 finales demain, rugby et foot. Et puis après, on va enchaîner directement avec le championnat d'Europe, le Tour de France et les JO. Oui, donc il y a de quoi faire, ça va. Il y a de quoi faire, ouais. On termine de l'autre côté à musique. C'est une légende vivante, un mythe, une véritable rockstar. C'est un pilier de cette émission, sans mauvais jeu de mots avec le rugby. Il est indispensable. Notre Jean-Miss National est avec nous pendant une heure. Bonjour Michael, bonjour Pierre, bonjour Philippe. Comment allez-vous, Jean ? Toujours pleine forme. C'est la forme. Je suis heureux de vous retrouver. C'est bien, je suis bien. J'attends aussi avec impatience les Jeux Olympiques. L'Euro de football ? Pour aller me baigner dans la Seine. Ah oui, vous allez vous baigner dans la Seine. Oui, je vais y aller. Je vais aller faire un petit plongeon. Une bombe. C'est vrai que t'es un petit radeau. Alors, on l'a vu, Grégory Canalé n'est pas là autour de ce plateau malheureusement aujourd'hui. Il est forfait. Le bateau. Le bateau italien. Oui, c'est ça. Ouais. Vous allez faire l'envolée peut-être, je sais pas. Non. Pourquoi pas. Une belle petite envolée. Voilà. N'hésitez pas à le remplacer en tout cas. Il est remplaçable, c'est vrai. Ça va être compliqué de le remplacer, mais bon, on va tenter en tout cas de faire une super émission aujourd'hui. Alors, avant de passer au programme de l'émission, on va tout de suite parler de rugby. Plaisir est toujours en course pour la montée en Fédéral 1. Les Plaisirois se sont imposés face à Lormont. Le score 21-16. Pour Plaisir à l'aller, ils ont par contre perdu au retour 21-19. Ils vont affronter en 8e de finale Castillon à la bataille. Premier match ce dimanche 26 mai sur le terrain de Castillon dans le sud-ouest. La question sur cette thématique, Plaisir sera-t-il en Fédéral 1 la saison prochaine ? Allez. Partagez pour vous Jean, partagez pour vous Pierre et oui pour vous Philippe Volac. On va commencer par vous Philippe. On va faire un petit duel, allez. Je pense un petit duel entre Pierre et vous Philippe. Oh là là, ça vous fait mal trancherez ensuite Jean. Ouais. Bah oui. On commence par vous êtes seul contre tous, Philippe. J'ai affaire aux spécialistes. Non, j'ai dit, c'est vrai que on peut pas savoir, mais moi je sais tout ce que je souhaite qui passe, je veux dire. Je sais que Castillon c'est aussi costaud aussi, c'est costaud. Ils gagnent pas de beaucoup tous les matchs et et puis Plaisir, voilà. Donc là ils se sont qualifiés juste de 2 points. Un peu au forceps. Par rapport au forceps, mais bon, ils se sont quand même qualifiés. Est-ce que je laisserai les spécialistes parler ? Est-ce que c'est un avantage de jouer à l'extérieur le premier match et recevoir au retour ? Ça, je laisserai les spécialistes en parler. Mais moi, j'espère. J'ai dit oui parce que j'ai envie qu'il passe, j'ai envie qu'il monte. C'est un beau projet. Voilà. Et bon, c'est plus une envie. Voilà, c'est plus une envie. Après, ça va être serré. C'est sûr que
là c'est le match coup près, je dirais. C'est les 2 matchs coup près et voilà, donc ils mériteraient même sur la saison, ils mériteraient de passer, parce que je crois même dans la poule où ils étaient, je crois que c'est les seuls qui sont encore qualifiés, puisque Saint-Malo s'est fait éliminer, l'Heureux s'était fait éliminer justement, je crois, par Castillon en plus, pas de beaucoup. Et je pense que ça va être très serré, mais on va voir après le match aller. Mais je laisse les spécialistes en parler. Pierre Chevalier, qu'est-ce que vous répondez à Philippe Volac ? Je réponds que la difficulté, c'est d'avoir des certitudes dans ce sport, d'une part, et dans les périodes de phase finale, d'autre part. On en a souvent parlé sur ce plateau. On souhaite à Plaisir, après 8 saisons en Fédéral 2, le boulot qu'ils ont fait en profondeur de structuration, de renfort, d'esprit du groupe, ça fait 2 ans qu'on bataille dans la même poule en Fédéral 2 et en Fédéral B. Plaisir contre Versailles reste sur une victoire en Fédéral B la semaine dernière en 8e de finale du championnat de France de Fédéral B. C'est les derbys comme on aime, un peu à l'ancienne, avec ce qu'il faut de fleuris, d'explications viriles mais correctes. Donc il y a cette d'un côté cette maturité de Plaisir et du groupe pour monter en Fédéral 1. Ils sont au rendez-vous. Ça fait quand même donc beaucoup de saisons qui sont là. Les premières saisons, ils se battaient pour pas descendre. Après, il y a eu comme Jean l'avait cité il y a quelques émissions, il y avait une réorganisation des championnats et un nivellement par le haut. Et donc aussi une certaine forme de prise de pouvoir de Plaisir sur le sportif dans cette poule 8 cette année, par exemple. Maintenant, c'est les phases finales. C'est un match aller-retour. Pour répondre à Philippe, c'est un avantage de jouer le match retour à la maison, parce que justement on se sera jaugé sur le premier match à l'extérieur sur un terrain un petit peu hostile sud-ouest. Là aussi Versailles reste sur une victoire contre Castillon-la-Bataille en réserve. C'est une bonne équipe. Championnat, c'est une bonne équipe, c'est un bon club. C'est peut-être un exemple encore de ce qui fait l'opposition fleurie de la guerre des clochers entre le rugby du Sud et le rugby du Nord. Mais là, dans cet ordre-là, c'est un petit village, j'ai regardé, 3000 habitants. Ouais, c'est ça, pas très loin de Bordeaux, et c'est un bon club. C'est un bon club bien structuré, une très belle ambiance. Là-bas, ils vont être reçus, les Plaisirois, ils vont être reçus. Ça va être la guerre, mais toujours correct. Et jouer le match retour avec les enseignements du match aller, c'est un avantage dans ce sens-là. Surtout que les Plaisirois seront tous là. La réserve est encore en course aussi. Donc ils auront peut-être la réserve si la réserve sort dans 15 jours au soutien. Mais donc il y a cette objectivité qu'il faut avoir sur le potentiel de Plaisir, et d'un autre côté l'incertitude du sport où c'est complètement ouvert, mais en match aller-retour il peut se passer n'importe quoi, donc de toute façon on leur souhaite le meilleur. Jean, forcément vous allez être du côté de Pierre Chevalier, j'imagine. Oui, mais bon, les deux on dit quand même des bonnes choses. Finalement c'était plus une envie. Voilà, oui. Mais on a tous envie, je pense, parce que là quand on arrive si près du but et de la montée, bien sûr qu'on est derrière Plaisir. Donc on est d'accord, s'ils gagnent ils montent en Fédéral 1. Ils vont en Fédéral 1. Voilà, ils seront quart de finaliste du championnat de France et monteront en Fédéral 1. Donc effectivement, plus on monte dans la pyramide, plus les taux se resserrent et plus c'est compliqué, plus c'est difficile. Là, c'est en plus les phases finales, c'est un autre championnat. Castillon a fini que 6e de sa poule. Néanmoins, c'est une grosse équipe. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Et c'est une énorme équipe, très difficile à jouer. C'est un tout petit village et je pense que ils vous en reparleront, mais ils vont être très 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 mal reçus. Voilà, c'est quand on dit le petit village, ça va être très chaud. Ouais, très chaud. 3000 habitants derrière son équipe. Très très chaud, autant sur le terrain qu'à l'extérieur, parce que c'est un public qui est pas sympa du tout, je vous le dis moi. Donc ça va les mettre à l'ambiance, et effectivement c'est un énorme avantage de jouer le match retour à la maison, à domicile, parce que justement on a la possibilité de renverser la vapeur, surtout qu'à Plaisir il y aura du monde, qu'il y a un beau public, qui seront soutenus et qui sont très forts chez eux.
Donc ils ont quand même cette fibre du match à domicile, plaisir, et ils perdent pas beaucoup de matchs chez eux. Ils ont cette fibre que il reste plus trop de clubs qui l'ont encore, ça. Le fait qu'à l'ancienne, qu'on s'interdit de perdre à domicile. Mais eux, ils l'ont encore en question, hein, donc chez eux, ça va être très dur. Très, 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 très compliqué. Équipe très homogène, avec des très bons éléments, notamment à des postes clés, le 10 et le 15, qui sont deux frères, et qui sont deux joueurs du 7 de l'UBB, de Bordeaux-Bègles. Ah oui, quand même. Ouais. Donc d'un super niveau. Ça joue beaucoup autour d'eux, mais c'est très très homogène. Et du coup, qui est favori sur cette rencontre? Alors qui est favori? Moi je dirais que c'est 50-50 parce que les matchs de phase finale, c'est pas parce que Plaisir a fini premier de sa poule et eux 6e que Plaisir est favori, parce que ça veut rien dire. Eux, ils ont eu quand même des résultats assez chaotiques, donc je ne sais pas le pourquoi du comment, j'ai pas suivi cette équipe, mais effectivement, les phases finales, ils gagnent pas de beaucoup, mais ils avaient joué les hauts de tableau, hein. Ils avaient joué les premiers et deuxièmes de poule, donc pour m'être renseigné un petit peu, c'est une équipe très 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 délicate à manœuvrer. La chance pour moi, c'est le match retour à la maison. Je leur souhaite le plus grand bien, à Plaisir, et de franchir cette marche qui serait énorme parce que Fédéral 1, c'est vraiment c'est vraiment une énorme marche à franchir, et il faudra après se restructurer, enfin continuer dans la structuration. Ça va pas être évident, mais on n'y est pas encore. De la même poule, la saison dernière, Le Havre et Courbevoie l'ont fait. Donc de monter et de se maintenir en Fédéral 1. Donc c'est ça aussi, ça sera le deuxième enjeu. Après cette marche franchie, ça sera le deuxième enjeu. D'abord la montée. Ouais. Est-ce que ce match d'avant contre Lormont n'a pas créé du doute peut-être du côté de Plaisir? Ils ont perdu à domicile, de peu certes, mais ils ont perdu quand même à domicile. Est-ce que ça n'a pas, Pierre Chevalier, eu un impact peut-être dans le vestiaire, cette défaite? Je crois pas, parce qu'en fait, bon, il passe quand même ric-rac. Lormont dans ce club-là. Mais justement, c'est toute la finesse et toute la beauté des matchs aller-retour à cette phase des phases finales, parce que ils avaient fait le job à l'aller, Plaisir, en s'imposant là-bas, et après d'une certaine manière les autres ont remis un petit peu les pendules à l'heure, mais avec ces deux points qui finalement font la différence à la fin. Après c'est un autre match, Philippe Volac, finalement. Au prochain tour. C'est complètement différent, je veux dire. Et là, bon, ils savent en plus que c'est la dernière marche pour pouvoir accéder à la Fédérale 1. Donc, je pense. Il ne va pas y avoir trop de stress justement du côté des joueurs. Ils sont habitués à avoir du stress, je pense, à longueur, même tous les matchs, je veux dire, à domicile. Ça fait quand même quelques années que Plaisir n'a pas été à ce niveau-là. Oui, je pense que oui, il y aura sûrement. Ils n'ont jamais été à ce niveau-là. Ils n'ont jamais été à ce niveau-là, oui, effectivement. C'est la première fois dans leur histoire qu'ils jouent la montée en Fédéral 1. Ouais, ils n'ont jamais été aussi près, il faut quand même du bon boulot. Mais justement, est-ce que ça ne peut pas jouer sur cette rencontre? Ouais, alors ça, c'est le genre de choses, ça, je crois que c'est le rôle de l'encadrement, des entraîneurs, d'essayer de mettre le plus possible à l'aise les joueurs, tout en les laisser concentrer, motivés et sans le stress. Donc ça, c'est le but de l'entraîneur. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi, parce qu'on voit le dernier tour contre Lormont, c'était deux équipes qui étaient très proches l'une de l'autre finalement, puisque ça s'est joué à 3 points sur 2 matchs. 3 points d'écart entre les deux équipes, c'était 2 équipes qui étaient très très proches. Je pense qu'on assistera à un score aussi très serré sur ces huitièmes, quoi. Parce que c'était quand même serré, même Lormont avait joué contre Rissorangis le tour d'avant sur un match à Lormont, ça avait été serré aussi. Hein, donc, mais les phases finales, c'est serré. Ouais. Et quand on parlait du stress, le stress peut être du stress positif, surtout quand on joue le match retour à la maison et que c'est le match de la montée. Parce que là, c'est le match de la montée. Oui. Le match aller, on va dire, ça peut être une répétition, on peut se louper. C'est pour se tester. C'est pas pour se tester, il faut y aller à fond, mais on peut se louper. On sait qu'il y a l'avantage du match aller-retour, contrairement au match sec, où si c'est un dimanche où vous passez à côté, où le buteur n'a pas la réussite, ou des choses comme ça, en terrain neutre, et vous avez fini. Là, vous avez une deuxième chance, et cette deuxième chance, vous l'avez à la maison. Donc le stress dont on parle, ça peut être, et ça doit être, c'est le rôle des entraîneurs et des encadrants, ça doit être du stress positif à travers la motivation. On est à domicile et c'est le match de la montée.
Là, on sait, on aura peut-être des points d'avance, des points de retard, mais on sait que là, c'est le match de la montée et qu'il ne faut pas louper. Donc là, ça doit être un stress, mais positif à fond, quoi. Très rapidement, autour de cette table, un petit pronostic qui passe. Pierre Chevalier. Allez, je dis plaisir. Plaisir, bien sûr. Ah bah oui. Ah ouais. C'est pas que de l'envie, hein. Après, c'est sur le papier. Non, mais bon, non, je leur souhaite. Moi, je leur souhaite. Un peu avec la maturité de l'équipe, on y croit un peu. Et puis, excusez-moi, je veux juste veux souligner, je pense que ce sera la dernière de François Levillain, le capitaine, le capitaine emblématique de cette équipe de plaisir, qui est un... Qui doit avoir 34-35 ans dans ce qui est un joueur fabuleux, qui aurait largement pu jouer ailleurs, un super mec, un capitaine merveilleux, un mec fabuleux. Donc je lui souhaite, rien que pour, ne serait-ce que pour lui, cette montée, parce que pour lui, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais. Et d'ailleurs, je crois que François Levillain est professeur d'auto-école, je crois, dans la vie. Tout à fait. Mais par contre, sur le terrain, il se laisse pas faire du tout. Non, mais moi, je lui envoie toutes mes amitiés et je souhaite le meilleur. Il y a une belle conduite de balle. Il y a une belle conduite de balle, ouais. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'aviron et de la qualification de Claire Beauvais pour les Jeux Olympiques 2024. On parlera aussi de Roland Garros. Arthur Rinderknecht sera l'une des têtes d'affiche yvelinoise pendant la quinzaine. Mais avant de parler de ces thèmes, on va parler football. Dans cette page football, on va parler d'un club qui nous a beaucoup fait parler tout au long de la saison. Je veux bien sûr parler du FC Versailles, battu à domicile par Gol FC lors de la dernière journée de National. Le club versaillais termine à la 9e place du classement. Le FCV se projette déjà sur la saison prochaine et a officialisé la prolongation sur le banc de Jean-Luc Vasseur, lui qui a réussi à maintenir le club en 3e division. La question sur cette thématique, peut-on être satisfait de la saison du FC Versailles? Oui ou non? Oui pour vous, Philippe Volac. Oui. Vous êtes partagé, Pierre Chevalier. Et oui pour vous, Jean. On fait le match retour. Allez. Match retour. Allez-y, Pierre. C'est à vous. À vous d'engager. Partagez pour le débat sur cette partie au coup d'envoi. Vous êtes un peu déçu. Un peu déçu, en fait, pour souligner les péripéties de la saison de Versailles. On les a bien suivis en tout cas cette saison. Ça c'est sûr, on les a bien suivis. Pour la plupart des éléments en fait qui sont à la fois des éléments internes, des éléments externes, du recrutement, que ce soit pour les joueurs et sur le banc, et finalement des pronostics qu'on a fait au fur et à mesure de la saison sur les bases de la saison précédente et de celle d'avant encore, avec tous les espoirs que le FCV nous avait donné d'imaginer avec le parcours en Coupe de France. La demi-finale en Coupe de France contre. Et ensuite un positionnement malgré tout de cette équipe en nationale, sans cacher les ambitions de monter en Ligue 2 le plus rapidement possible. Et on a là aussi suffisamment débattu en disant ça se fera pas en une saison, ça c'est sûr, et finalement ça se fait pas même en 3 saisons. Ce qui me fait hésiter en fait, c'est les paris qui n'étaient pas tous gagnants, et l'hésitation elle vient finalement en disant que peut-être que le 3e choix, le jamais 203, est peut-être le bon, est peut-être celui qu'on attend. On a beaucoup parlé de Versailles aussi en coulisses à l'époque de Youssef Chibi. Ensuite les Vignal et autres ont tenté leur chance. Il y a eu des bonnes phases. Malgré tout, je pense qu'on a manqué. À cause de ces atermoiements et de ces choix d'entraîneurs, des choix tactiques et les problèmes de vestiaire, on a manqué de continuité. Donc c'est ce qui me fait hésiter. Et je me souviens aussi des débats qu'on a eus sur ce plateau, quand on se demandait si Versailles avait le choix dans la date sur les différents matchs retour, les derniers matchs qui restaient, et est-ce qu'ils allaient pouvoir finir dans les 5. On avait aussi une saison particulière en national avec beaucoup de descentes. Donc là, en gros, l'épée de Damoclès était quand même bien présente sur la tête des clubs de la 2e partie de championnat. Et au final, on a un club de Versailles qui termine à la 9e place, mais qui, pour trancher en Suisse,
fait espérer de bonnes choses, notamment avec la confirmation de Jean-Luc Vasseur aux manettes. Finalement, parce que là, il a quand même points de la 4e place. Voilà. Mais aussi pas très loin du dernier sauvé. Donc en fait, on est passé sur la crête, en fait, d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc on est passé à la crête là-dessus. Bref, tout ça pour dire une saison qui est correcte. On attendait mieux par rapport à l'histoire récente du FCV. Maintenant, on peut regarder confiant dans l'avenir parce que on a trouvé un entraîneur, semble-t-il, qui a fait ses preuves parce qu'il a quand même glané pas mal de points sur les matchs où il était aux manettes. Et pour la saison prochaine, on peut espérer beaucoup. Philippe Volac pour le match retour. Non, mais moi je trouve que c'est quand même une bonne saison. C'était la saison plus charnière c'était la saison où il y avait 6 descentes. T'as quand même l'épée, comme disait Pierre, l'épée de Damoclès. Quand même 6 c'est beaucoup, hein, quand même sur le nombre c'était quand même beaucoup. Il n'y en a que 2 à monter, donc c'était quand même aussi difficile aussi. Ils sont à 6 points du premier relégable. Bon, sur leur truc, ils ont 12 victoires, 11 nuls. Et 11 défaites, je veux dire, c'est vraiment, ils sont, moi, pour à avoir l'équilibre, quasiment. à l'équilibre. Donc, en fin de compte, ce qui est à l'équilibre, ça veut dire milieu de tableau. Donc, en fin de compte, c'est exactement ça, ils sont au milieu de tableau. Moi, pour avoir été les voir au Red Star, un des derniers matchs, là, j'ai trouvé un match qu'ils avaient gagné au Red Star. Bon, le Red Star était cool parce qu'ils ont gagné, ils ont perdu presque tout. Le dernier match, depuis qu'ils savent qu'ils montent, ils n'ont pas la même motivation non plus. Mais Versailles était plus motivé sur ce match-là aussi, ça se voyait. Non, c'est bien s'ils trouvent un équilibre, comme on a dit depuis le début de saison, avec l'entraîneur, si Jean-Luc Vasseur s'y reste et tout. Je pense que c'est très bien. Et ils vont repartir sur de bonnes bases. Là, en plus, ils ont le temps de voir pour la saison prochaine, refaire des recrues et voir un peu. Je trouve que ça commence déjà à bouger au niveau mercato. Ils commencent à regarder. Oui, même s'ils n'ouvrent que je crois, 1er juillet, le mercato. Mais avant, ça bouge. Il y a plein de transactions avant. C'est ce qui est tout à fait logique parce qu'après, ça va venir vite parce qu'ils vont sûrement recommencer juste après le 15 août, sûrement. Il y a la saison prochaine. Non, et puis là, il y aura moins de descentes la saison prochaine aussi. Il y aura moins de... Je pense que c'est l'épouvantail, c'était un peu Restart, ils sont montés. Donc, je trouve que c'est pas mal. Puis je crois même qu'il y a Nancy, Nancy qui descend aussi. C'est quand même... qui était dans la poule. C'est quand même incroyable. Nancy, quand même, c'est quand même une référence au niveau club de foot. Donc, non, moi, je trouve que c'est bien. C'est la saison. Et j'espère que l'année prochaine, voilà, peut-être me tromper, mais j'espère que l'année prochaine... ils pourront justement, ils seront débarrassés des 6 descentes et moins de pression. Et voilà. Jean, qui vous a convaincu ? Non, mais alors moi j'étais pour la bonne saison, on va dire, pour la bonne saison, pour une saison positive. Tout simplement parce que, Pierre l'a dit, toutes les péripéties qui sont arrivées au club de Versailles cette saison, je on rappelle pense que plusieurs entraîneurs, Laurent Perrelade, ils avaient commencé avec lui, ils misaient beaucoup sur lui. Finalement, ça l'a pas fait. Ils ont eu l'adjoint, Grégory Vignal, pendant quelques matchs, qui a pas tenu. Et après Jean-Luc Levasseur. Jean-Luc Vasseur. Donc c'est vrai que le club a manqué de stabilité et le fait de finir dans le ventre mou du classement, les maintiens, et Philippe l'a dit aussi, avec 6 descentes, c'était quand même chaud bouillant. Donc là, ils sont maintenus, et là, je pense qu'avec Jean-Luc Vasseur, ils ont trouvé certainement un bon équilibre, et c'est profitable pour la saison prochaine, parce que là, on va repartir sur une saison complète avec un entraîneur qui a l'aval de son vestiaire et qui va pouvoir construire quelque chose sur une saison complète. Et là, donc on ne peut être qu'optimiste. Et donc pour moi, c'est une saison positive dans la mesure où ils sont restés en national pour après reprendre le projet de cette montée en Ligue 2 qui est le projet principal du club, quoi. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer selon vous pour la saison prochaine? Améliorer, c'est-à-dire que déjà garder l'entraîneur, ça ce serait bien parce que déjà il reste là. Voilà, lui il reste, donc c'est très bien. Ça, améliorer, retrouver une cohésion collective, autant dans le vestiaire que sur le terrain. Et ça, c'est comme tout sport collectif. Et je pense que cet entraîneur, Jean-Luc Vasseur, a les éléments pour réaliser ce genre de projet.
Pierre Chevalier. Il reste une inconnue encore, c'est toujours la partie réception. Réception et stade, donc, qui est toujours, donc, pour l'instant toujours à Jambouin. Et bon, là aussi on en a suffisamment débattu, mais ça reste un gros caillou dans la chaussure pour l'équipe de Versailles, pour construire justement sur la durée, pour faire venir régulièrement des supporters et créer l'esprit du football à Versailles. Et je le rappelle pour les téléspectateurs qui ne suivent pas forcément le dossier, le stade Mauboron n'est pas homologué pour le championnat national, et du coup l'équipe de Versailles doit aller jouer à Jambouin tous ses matchs à Paris. Et quand on gratte un peu, c'est à la fois un problème de l'architecte des bâtiments de France pour l'éclairage, les mâts d'éclairage à proximité du château de Versailles, mais aussi c'est une certaine forme de levée de bouclier aussi des riverains qui ne voudraient pas que le stade Montboron soit plus exploité qu'il ne l'est déjà avec les catégories jeunes. Bon, voilà, ouais, peut-être un peu plus bruyant, mais donc voilà, il reste cet inconnu-là qui manque encore pour le développement du FC Versailles. Au niveau du recrutement, il faut recruter des vieux briscards, Philippe Volac, au mercato, ou des jeunes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes quand même dans cette équipe cette année. On a bien vu avec les vieux briscards, ils avaient le Moine, ça n'a pas tellement bien marché avec eux, donc je pense que non, il faut faire, il faut être assez homogène et prendre quand même des joueurs qui ont de l'expérience aussi, c'est important de toute façon. Ce serait bien d'avoir un ou deux joueurs d'expérience, ils en ont déjà, je veux dire, et un ou deux joueurs d'expérience, et puis je pense que ça va être le début de saison qui va aussi encore voir un peu ce qu'il en est. Il ne faut pas qu'il reste sur la grille de départ où il vaudrait mieux qu'il démarre comme une Formule 1 puisqu'ils ont Gasly maintenant. Donc voilà. Mais je veux dire, le début de saison. Voilà, on peut en pole position, mais le début de saison va bien nous indiquer. On aura le temps d'en reparler en début de saison prochaine. C'est l'un des nouveaux propriétaires. Oui, en plus, Donc je pense qu'on va avoir le début de saison. Je veux dire, s'ils partent bien, ça va mettre de la confiance dans le groupe, au niveau de l'entraîneur, au niveau de tout le monde, et voilà. Mais ça reste toujours, comme disait Pierre, le souci du stade, d'aller jouer à Jambouin, ça reste toujours, c'est ça qui est, voilà. Et au niveau de la philosophie sur le terrain, on sait qu'ils ont gagné beaucoup de matchs 1-0. Ouais, mais ils ont une bonne défense. Oui, ils prennent pas beaucoup de buts, mais par contre, ils en marquent peu. Est-ce qu'il ne faudra pas travailler un peu là-dessus aussi l'année prochaine? Oui, il faudra travailler bien sûr là-dessus. Mais déjà, on dit toujours, les matchs se gagnent déjà d'avoir une bonne défense. Ça se gagne comme ça. Même au rugby, c'est ce qu'on dit aussi. Donc, c'est important déjà d'avoir une bonne défense. Et puis, à l'italienne, comme on dit. C'est encore pire. Oui, à la Grégory Canari. En tout cas, on continuera à suivre le FC Versailles la saison prochaine et on suivra évidemment avec attention le mercato. On va maintenant parler aviron avec une très bonne nouvelle pour le sport yvelinois. Claire Beauvais, originaire de Mantes-la-Jolie, s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris cet été. La vice-championne olympique à Tokyo a décroché le quota olympique à Lucerne avec sa partenaire Laura Tarantola. Le duo a terminé devant les Grecs Dimitra Kontou et Moa Fitsou. L'Yvelinoise Claire Beauvais ramera donc cet été dans le bassin olympique de Vers-sur-Marne. Alors la question sur cette thématique, peut-elle remporter une médaille d'or quand on voit cette performance? Oui ou non? Partagé pour vous Philippe. Non pour vous Pierre. Et oui pour vous Jean. Bon alors Pierre, pourquoi? Malgré le fait que ce soit une discipline dans laquelle les Français et les Françaises performent, je pense qu'elle part de loin et peut-être de trop loin, même si c'est en France qu'on favorise aussi et qu'on salue l'avantage de jouer à domicile. Mais là, je pense que le plateau olympique va être extrêmement relevé dans toutes les disciplines à la rame. Et donc je pense que c'est un peu tardif, de très bon augure. Après, c'est peut-être, on va dire, pour trancher, peut-être pas une médaille d'or, mais une médaille. C'est ce qu'on pourrait espérer et parier. Elles avaient fait médaille d'argent à Tokyo lors des derniers Jeux Olympiques. Cette confirmation-là. Philippe Volac. Oui, c'est tout le mal que je lui souhaite, mais c'est vrai que déjà une médaille, c'est déjà beaucoup aux Jeux Olympiques. Et bon, c'est vrai que je rame un peu, c'est pas mon truc, mais voilà. mais je veux dire,
ils n'ont pas beaucoup gagné au championnat d'Europe et ils n'ont jamais gagné au championnat d'Europe. Ils n'ont jamais gagné. Ils ont fini toujours deuxième, troisième. Voilà. Bon, là, ils ont fait une super performance. Contre les Grecs, ils ont mis 2 secondes 97, je crois, pour dire. Ils ont fait une démonstration, une super finale, une démonstration. Mais c'est ce qu'il disait. Il dit, il y a quand même les Roumains, il y a les Britanniques, il y a, voilà, c'est les courses. Voilà, c'est quand même difficile parce que je crois que ça joue c'est à Vers-sur-Marne, je crois. À Vers-sur-Marne, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, après, voilà. Donc, avec apparemment un plan d'eau où il y aura beaucoup de vent aussi. Je ne sais pas si ça peut être un avantage ou un inconvénient pour Claire Beauvais et sa coéquipière. J'ai déjà été voir un test là-bas aussi à Vers-sur-Marne, un test pré-olympique. Il y a du vent. Il y a du vent. Ah bah oui, c'est carrément, je veux dire, c'est la base de loisirs, c'est comme si c'était une plaine. Mais c'est tout le mal que je souhaite. J'espère qu'ils vont réussir. Bon, en aviron, on a toujours été en France quand même pas mal bon quand même. Je veux dire, on a eu des bons athlètes. Et je pense que ça peut les motiver. La dernière perf qu'ils ont fait là, contre les Grecs, qui sont quand même, ils ont été championnes d'Europe ou championnes là il y a 3 semaines, c'est ça, je crois en plus. Donc, et les Italiennes ne sont pas qualifiées. Les Italiennes championnes olympiques ne sont pas qualifiées pour au grand désespoir de cette nouvelle édition. De Grégory qui n'est pas là. Ouais, je pense que c'est à cause de ça. Je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, il est parti à Bayonne, je crois qu'il est parti. Comme pour l'Aviron, donc voilà, il est parti voir le rugby. Jean, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors moi, j'ai dit médaille oui. d'or, attention. Hein. Ouais, mais j'ai dit oui. J'ai dit oui, pourquoi? Parce que elles ont été déjà médaille d'argent, elles ont l'expérience du niveau, et elles sont en forme au bon moment. Donc j'ai dit, c'est banco, ça passe, parce que justement, c'est ça le but, c'est surtout le meilleur d'un sportif, c'est d'être en forme au moment de la compétition, à l'instant T. Là, elles montrent qu'elles sont plein gaz et prêtes pour les Jeux Olympiques. Donc l'expérience, la forme du moment, je dis, je mets un ticket, médaille d'or. Surtout qu'elles sont arrivées un petit peu, on va dire, à l'aveugle. Pendant plusieurs semaines, il n'y a pas eu de grosses compétitions. Ouais. Elles sont arrivées le jour J, il fallait sortir la perf. Voilà. Elles l'ont fait. Et justement, et c'est là qu'on voit qu'elles sont pleines d'expérience, parce que c'est là les grands champions. Au moment où il faut, on est présent, on répond présent. Donc là, j'y crois. Le fait qu'elles soient arrivées à se qualifier, on va dire, par ces difficultés, est-ce que ça peut-être va renforcer le lien entre Claire Beauvais et Laura, par exemple, je crois sur le bateau? Je crois non, déjà. Vous ne pensez pas que ça va les galvaniser encore plus, créer encore plus de liens? Oui, confirmer. Ça va les mettre en confiance, surtout. Ça va les mettre en confiance. Et puis, ça va. Je pense que là, la relation entre les deux, elle y est sur ce genre de discipline. Je crois qu'il faut vraiment être très proche. Est-ce que ça aurait été faute peut-être professionnelle de ne pas avoir Claire Beauvais sur ces Jeux Olympiques? On sait qu'elle a une aura un peu particulière maintenant. Elle a notamment fait une campagne de pub avec un célèbre joaillier. Est-ce qu'il fallait qu'elle performe finalement, Philippe Volac, sur ces Jeux Olympiques? Oui. Il y avait de la pression déjà par rapport à ça. Mais bon, une faute professionnelle, je ne sais pas si on peut appeler ça une faute professionnelle. Après, c'est tellement pour se qualifier. Il y a tellement de paramètres, on le voit en athlétisme. Kevin Mayer qui est pas encore qualifié, il va jouer sa qualification alors qu'on lui prédisait que sur l'athlétisme c'était peut-être même la seule médaille d'or et qui n'est pas encore qualifié. Justement, comme Jean le disait, il faut être au moment, il va peut-être faire j'espère une super perf avant et il va être là au moment qu'il faut. Voilà, c'est ça. Donc il a eu des blessures, il a eu tout ça. Non, oui, bien sûr que quand tu fais déjà de la publicité, que tu fais tout ça et que tu n'y es pas, pour le sponsor, si tu n'es pas qualifié, ça, je pense que c'est... Il y a une attente aussi autour de Claire Beauvais quand même, on en parle de plus en plus. L'aviron, qui n'est pas forcément le sport le plus médiatisé, brille un petit peu sur les derniers JO grâce à Claire Beauvais et à Laura Tarantola, du coup. Non, je pense Elle était attendue. Elle était attendue, voilà, et elle y est. Elle va être attendue. Elle va être attendue dans 60 et quelques jours. Voilà, donc non, je pense que voilà, on va la suivre, on va bien la suivre. En fin de compte, c'est bien en plus, on va avoir une motivation encore plus de regarder l'aviron et suivre ses résultats.
Bon, on la suivra avec attention, évidemment. On espère évidemment une médaille d'or. Et je vous rappelle que TV78 sera dans la fan zone de Saint-Quentin en Yvelines pendant l'intégralité de la compétition avec des invités des Tuplex depuis les sites olympiques yvelinois. Et on parlera évidemment de Claire Beauvais. On continue à parler des Jeux olympiques 2024. Un Yvelinois devrait être la sensation de cet été. Je veux bien sûr parler de Victor Wembanyama. La liste élargie a été dévoilée par Vincent Collet et le natif du Chénéro concours est bien dans le groupe France, un groupe où se mélangent des vieux briscards aguerris comme Nicolas Batum, Evan Fournier, Nando De Colo ou Rudy Gobert, et il y a des jeunes comme Bilal Koulibaly ou encore Victor Wembanyama. Le tournoi se déroulera du 27 juillet au 10 août. La question sur cette thématique, est-il déjà le patron des Bleus? Oui ou non? Patron. Est-il déjà le patron des Bleus? Patron. Non pour vous, Philippe Volac, non pour vous, Pierre Chevalier, et Ouais, non pour vous, Jean. Jean, je vous ai senti un peu hésitant, pourquoi? Non, parce que oui, c'est le patron, voilà, le patron, c'est le patron. C'est une question un peu provocatrice, mais tout à fait, un peu polémique. Le patron, c'est trop pour moi. C'est trop. C'est un excellent joueur, on le sait. Il a affolé les compteurs. Il a des statistiques stratosphériques. Mais de là, voilà, mot contre triple. Mais de là à être le patron d'entrée comme ça en arrivant, je crois que pour être le patron d'un groupe France, il faut quand même l'expérience. Certes, il a la classe, c'est un grand joueur, mais après il faut qu'il ait l'aura. Pour qu'il ait l'aura, il faut d'abord qu'il joue avec eux. Là, sans avoir joué, on peut pas dire. Il a fait quelques matchs. Quand même, oui, non, mais quand je dis, non, mais je veux dire sur une grosse compétition, c'est-à-dire faire une grosse compétition. Là, les JO, effectivement, si Victor Wembanyama fait, c'est tout ce qu'on lui souhaite, et je pense que ça va être quand même, il est très attendu, et vu les statistiques et vu le joueur que c'est, il est certain que ça va faire fort. Donc après, quand il aura fait plusieurs compétitions à l'intérieur de l'équipe, on pourra éventuellement dire que ça peut ou c'est un patron, parce qu'il va s'imposer, par rapport à son talent, par rapport à ses qualités sportives. Parce que pour être un patron d'une équipe, il faut soit avoir un énorme potentiel technique, être le plus fort, et soit avoir un énorme mental et un énorme charisme. Et il y en a qui ont les deux. Donc là, quand on a les deux, c'est fabuleux. Donc avant de dire que c'est un patron de l'équipe nationale, c'est un peu tôt pour l'annoncer comme patron. Je dirais pas patron encore, ça peut le devenir, ça sera peut-être, et sera certainement pour moi, parce que je pense, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que par rapport à ce qu'on a vu, comme on le suit depuis le début, nous, ici, et je ne pense pas que c'est un garçon quand même assez réservé, quoi, de ce que je peux voir, moi. Donc, c'est assez compliqué de dire, et de lui donner en plus cette étiquette de patron, peut-être lui nuire à ses qualités sportives et à ses résultats sportifs personnels. Donc, laissons-le gentiment arriver en équipe de France. Je rappelle qu'il a seulement 20 ans. Voilà, c'est pour ça. Laissons-le mûrir gentiment. Je pense que ça deviendra le patron par rapport à sa classe et ses performances sportives. Philippe Volac. Moi, je pense qu'on aura déjà une première réponse après les JO, déjà, pour savoir si c'est le patron, s'il peut être le patron, on le saura. Bon, il y a quand même des joueurs d'expérience. Patron pour vous après les JO, mais ouais, pas avant. Pas avant, faut attendre, parce que là, c'est sûr qu'il a déjà joué en équipe de France, mais c'était pas l'équipe de France au complet, comme on va avoir pour les JO. Là, ça va être vraiment l'équipe de France, tous les meilleurs, tous les joueurs, enfin, ils sont tous en NBA, hein, ils jouent tous. On les voit, Nicolas Batum, ils jouent tous en NBA, hein, donc je pense qu'on verra après. Je pense que ce qui est bien aussi, c'est, enfin, dommage pour lui et pas dommage, et bien pour l'équipe de France, c'est qu'il a eu le temps de se reposer après tous ces matchs qu'il a fait en NBA, parce qu'il n'a pas fait les playoffs, il n'a pas fait les playoffs avec son équipe, donc je pense qu'il va être préparé, il va être là au départ avec l'équipe de France, mais l'équipe de France, dans toutes les autres compétitions, ils n'ont jamais, les joueurs de NBA non plus aussi, c'est difficile, hein, ils ont du mal à avoir, si pour les championnats du monde, des choses comme ça, mais c'est difficile d'avoir une osmose avant, là il va avoir le temps de se préparer. Les équipes NBA ne les libèrent pas pour des questions d'assurance souvent ou de préparation. Complètement. Donc je pense qu'on le saura. Je pense ça va être vraiment, voilà, quand on voit la Dream Team qui va venir des États-Unis, c'est une grosse équipe. Là, ça va être beau. Et j'espère,
je touche du bois, mais voilà, que une belle finale, voilà, États-Unis, France, ce serait vraiment le summum pour terminer le samedi 10, le samedi 10 soir, la finale à l'Arena. Si le calendrier. Ce serait, il faut voir si les s'ils deux sont chacun d'un côté. voilà, c'est oui, ça. voilà. Je crois de mémoire, je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'ils pourraient s'affronter en demi-finale. Ah oui, d'accord. Ah oui, voilà, c'est ça. Il me semble qu'ils sont pas sur les. Ah oui, d'accord. D'un côté et de l'autre. Non, mais on verra après. Pierre Chevalier. Je crois qu'il ne faut pas confondre l'aura et l'influence. Dans le secteur sportif et notamment dans le sport collectif, il est évident, vu les stats de la première saison NBA je rappelle les Wemby, statistiques, donc rookie de l'année, il est dans le 5 défensif, il a une moyenne de 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes et 3,6 contre par match. 1500 points, 1500, premier joueur de l'histoire qui fait 1500 points, 700 rebonds, 250 passes d'ess et 100 lancés à 3 points. C'est des statistiques complètement affolantes. Donc, il n'y a aucun mystère pour aucun d'entre nous ici que ça sera un des gros monstres du basket mondial. Oui, mais justement, quand on voit ces statistiques-là, on se dit c'est peut-être le taulier. Oui, mais et on l'a vu d'ailleurs, on l'a vu avec les Spurs de San Antonio. Il peut pas tout faire non plus. C'est-à-dire que c'est pas affoler les compteurs et emmener tout le monde dans son sillage. Au final, il a des stats de Maboule et San Antonio termine avant-dernier de sa conf. Donc au basket et dans un sport collectif, il ne pourra pas tout faire. Ce qui peut être une bonne chose, c'est que Vincent Collet le connaît bien. L'avait eu au Mets quand il était encore tout jeune, le retrouve maintenant en équipe de France et va lui préparer un tapis rouge pour la campagne olympique. Mais je suis d'accord avec mes petits camarades, il est évidemment trop tôt pour lui donner un costard trop grand. Donc déjà un costard trop grand pour lui, va falloir tailler sévère et prendre beaucoup de tissu, mais il y a suffisamment d'expérience, il y a suffisamment de vieux briscards dont on parlait tout à l'heure dans cette équipe de France, déjà pour donner de belles promesses et pour lui permettre de bien s'intégrer dans le groupe France. Et à l'inverse, le groupe France va bénéficier de son aura et de son potentiel. Mais évidemment, là, il est un peu trop tôt pour lui donner les clés du camion. Mais je suis d'accord avec Jean, ça ne saurait tarder. Et justement, laissons-lui le temps de continuer à maturer en NBA et puis en équipe de France. Et ça arrivera. Il va prendre le pouvoir. Là, sur cette campagne olympique, les conditions sont déjà très très bonnes pour un titre France, pour une médaille pour le groupe France. Il y prendra une part sur le parquet avec je pense là aussi des stats et une influence naissante, mais peut-être avec son rôle de joueur star. Ça va pas créer des frictions peut-être avec Rudy Gobert qui était un petit peu la star ces dernières saisons, Philippe Volac? Non. Par contre, à l'intérieur, ça va être costaud. Ouais, ça va être costaud parce que c'est pas des tendres, c'est le cas de le dire. On voit ce qui se passe des fois en NBA et tout ça, mais non, je pense que ça va être le collectif. Rudy Gobert, 4 fois meilleur défenseur de la NBA. Ouais, voilà, c'est ça. Et non, le but c'est d'être l'esprit collectif, l'esprit France, l'esprit tous vers un même but, être champion olympique parce que faut pas cela. Le but c'est d'être champion olympique, même s'il y a une grosse équipe, mais au niveau de la NBA, des États-Unis. Mais bon, non, je pense pas que ça va. Je pense pas, non. Et puis il y a Vincent Collet, il sait comment Voilà, là t'es en équipe de France, il y a eu la même chose avec Tony Parker aussi, on aurait pu dire aussi, et il n'y a pas eu, voilà. Non, je pense que j'ai jamais entendu de grosses polémiques, moi, au niveau de l'équipe de France de basket, comme il y a pu en avoir dans d'autres sports collectifs, Non, je pense il y a une bonne ambiance. Je pense qu'il y a une bonne ambiance. Puis en plus, ils sont tous de NBA en plus. Oui, ils sont quasiment tous en NBA, effectivement. Ou dans les grands clubs. Même presque tous en NBA, on va dire je crois bien. 80% en oui, NBA. En plus, ouais. Alors, en tout cas, les Bleus vont affronter l'Allemagne, championne du monde en titre dans leur poule. Le Japon est un qualifié de dernière minute. Ça, on ne connaît pas encore l'adversaire, mais voilà.
sur le papier, c'est quand même plutôt abordable. On suivra évidemment Victor Wembanyama pendant les JO. Le tournoi se déroulera donc du 27 juillet au 10 août. On va maintenant parler tennis. Si les Jeux Olympiques sont dans moins de 3 mois, Roland Garros débute ce week-end et un Yvelinois pourrait réussir à passer quelques tours. C'est Arthur Hinnerknecht, originaire de Saint-Germain-en-Laye. Le tennisman s'est retiré de l'Open Park de Lyon car il était malade pour se concentrer sur Roland Garros. Il jouera son premier tour contre l'Australien Adam Walton, un joueur de 25 ans qui est 95e joueur mondial. Lui est actuellement à la 73e place mondiale. Il pourrait d'ailleurs intégrer le groupe France pour les JO cet été. La question sur cette thématique, peut-il devenir la tête d'affiche française sur ce Roland Garros ? Non, pour vous, Philippe Volac, c'était un vrai nom. Hein. Oui. Un vrai nom. Oui, pour vous, Pierre, et vous êtes partagé. Bon, le troisième match encore retour. Philippe Volac, vous commencez. Petit duel entre vous et Pierre. Tête d'affiche, je sais pas. De toute façon, je vois même pas un Français tête d'affiche. C'est surtout ça qui est le plus désespérant, je veux dire. C'est comme d'autres années, au deuxième tour, au troisième tour, il n'y a plus de Français, donc ça fait un peu peur. Quand on voit les résultats, les derniers résultats de tous les Français, c'est pas top. Il y en a 3 qui peuvent encore se qualifier, qu'on fait les qualifications, qui peuvent se qualifier pour dimanche, le début. Certes, il a un bon tirage il a quand même un bon tirage par rapport à d'autres Français, les tirages qui ont, je sais plus qui c'est qui rencontre Djokovic en plus. Je crois que c'est Humbert. Hein. Oui, Humbert, et c'est lui 17e mondial. Voilà, et c'est lui qui est normalement qui a le plus de chances d'aller loin et il rencontre. Il va tomber d'entrée. Voilà, il va tomber dans. Il va sûrement tomber d'entrée de toute façon. Mais voilà, on sait pas. Oui, on sait pas. Mais bon, voilà. Mais je trouve que là, non, on est dans une période très creuse au niveau du tennis français, mais que ce soit masculin ou féminin. On est vraiment dans les. Ouais, on voit pas qui pourrait faire un résultat, mais peut-être qu'il va sortir. Classement, hein. Moutet, 79e joueur mondial, Monfils, 38e joueur mondial, Gasquet, 124e joueur mondial, Hugo Humbert, du coup, 17e joueur mondial, Arthur Fils, 30e joueur mondial, Manarino, 22e, et Arthur Cazot, 77e joueur mondial, dans les meilleurs Français. Et il y a un jeune qui arrive là, Péricard, je ne sais plus comment son nom, qui a gagné hier contre Gaston à Lyon en quart de finale, qui va faire son premier, qui a 20 ans, qui fait 2m11, contre Gaston qui fait 1m60 et quelques. Et c'est vraiment un joueur qui va intégrer le top 100. Mais je vois pas, non, je peux pas dire ça parce que beaucoup de joueurs bien placés, mais effectivement pas dans le top 10. Bon, il y aura sûrement un joueur qui va percer, qui va faire des exploits. On en a toujours un chaque année à Roland Garros. Mais bon, lequel ? Alors là. Hinnerknecht peut-être. Oui, j'espère. C'est tout. Ah ouais, c'est tout le mal que je lui souhaite. J'espère qu'il a un bon tirage déjà au premier tour. Donc de ne pas rater la marche déjà, et c'est important. Pierre Chevalier. C'est justement parce que c'est morne pleine que peut jaillir la lumière du département des Yvelines qui est tellement fournisseur de talent. On en parlait pour Wemby, mais donc Arthur, on en parle depuis toujours sur ce plateau et on le suit beaucoup. Dieu sait que sa carrière est en dents de scie. On a commenté autant ses coups d'éclat, notamment à Melbourne, que ses échecs. C'est vrai que le tennis français est pas dans sa meilleure forme au moment de commencer Roland-Garros et d'anticiper sur le tournoi olympique chez les garçons et chez les filles. Mais je trouve aussi que même le plateau est à cette image-là aussi. On ne sait pas très bien comment se positionner. Je prends l'exemple de Dominique Thiem là, qui repasse par des qualifs et qui dit en gros j'ai eu plein d'occasions d'avoir ma place dans le tableau, mais finalement je les ai pas prises et j'ai pas participé j'ai pas gagné quand il fallait. Donc il repasse par les qualifications. Donc un Arthur qui joue à tes souhaits, qui joue à la maison, ça peut être une bonne porte d'entrée, sachant que on n'attend aucun Français en fait, on n'attend aucun Français sur cette quinzaine, ni aucune Française, parce que même Caroline Garcia, elle part aussi de relativement loin, donc c'est plus un espoir
un espoir du sport yvelinois en poussant Arthur sur cette destinée-là, et peut-être qu'avec un coup de bol et un bon tableau, ça peut le faire. Arthur Rinderknecht qui est quand même sur une bonne dynamique, hein. Il a battu le 26e joueur mondial à Lyon là, très récemment, Tiafoe, voilà, justement. Il a été titré aussi à Lille sur un challenger, bon, qui n'est pas forcément un immense tournoi, mais qui est quand même un challenger. Jean, quand même, ça donne de l'espoir quand même. Mais bien sûr, sans qu'il y ait de l'espoir, il y a la vie. Ou c'est le contraire. Mais bon. Ça marche, moi j'ai fourché aussi. Ça peut marcher aussi. C'est pour moi là. Voilà. Non, mais force de reconnaître quand même que la période, des fois. la période creuse du tennis français, elle dure depuis très longtemps, et que moi je suis partagé parce que là pour l'instant, alors certes Arthur, pour pas écorcher son nom, je vais dire Arthur. J'aurais dû faire ça. Voilà, Arthur fait, tu l'as dit, de bonnes prestations ces derniers temps, mais bon, une fois de plus, malheureusement, je crois que je suis un petit peu comme beaucoup. Après, c'est peut-être son année, peut-être. Hein. Son meilleur résultat en Grand Chelem, c'est 3e tour sur l'US Open contre Rublev en 2023. À Roland-Garros, c'est 2e tour en 2023. Mais voilà, non mais c'est-à-dire que il peut égaler déjà son record déjà. Voilà, mais on attend autre chose, quoi. On attend Yannick Noah de 93. Bon, 83. 3, comme même pas 93. 10 de plus. 10 de d'air. Oui. Ça remonte un peu plus. Alors, vous vous rendez compte. Non, mais c'est pour ça. Là, je fais partie, je fais l'avocat du diable, mais un petit peu le ras-le-bol, parce que Roland Garros, ça fait des années où il n'y a pas de Français en phase finale, quoi. La deuxième semaine. Et voilà, dès la deuxième semaine, il n'y a plus de Français, donc. Alors, c'est pessimiste de ma part, hein. Je lui souhaite le plus grand bien à Arthur. Hein. Comme le dit Pierre, peut-être que la lumière viendra des Yvelines, peut-être. C'est tout ce que je lui souhaite, mais personnellement, j'y crois pas du tout. Donc, comme ça. Oui, il y aura peut-être le passage de la flamme avant. Voilà. Pour allumer les espoirs. Après, savoir si pour ces rencontres lors du tournoi, est-ce qu'il a le choix dans la date pour jouer ses matchs, ou est-ce qu'ils lui sont imposés, ça aussi, ça peut jouer aussi. Mais quand même. Voilà, moi je lui souhaite que ça. J'aimerais être le Grégory Canalé du plateau, c'est-à-dire faire un faux pronostic. Non, faire un bon pronostic et que le contraire arrive. C'est l'inverse qui se Après, il avait quand même prédit la défaite du PSG. Donc, ça c'est pas compliqué par contre. Moi aussi, j'avais prédit. Il avait prédit la défaite ou la non-qualification du bateau italien. Ah oui, ça je suis pas sûr. Ça je suis pas sûr. On lui demandera la prochaine fois quand il sera là. Il y avait des victoires. Juste un truc, il y a un match que je veux voir quand même, parce que c'est quand même Zverev contre Nadal, le premier tour, ça va. Ah oui, le tirage. Le tirage, il a eu. Après, il a un tirage un peu plus favorable, mais il faut qu'il passe. Ah oui. Là, il y a un gros qui tombe d'entrée. Et pour revenir très rapidement sur Arthur Rinderknecht, pour terminer, il pourrait participer aux Jeux Olympiques, hein, je disais tout à l'heure, parce que Manarino ne veut pas participer aux Jeux Olympiques, parce que la terre battue, ce n'est pas sa surface de prédilection. Du coup, il veut se retirer, tout simplement. Donc, ils sont 3 pour le 4e ticket pour les Jeux Olympiques: Cazaux, Rinderknecht et Moutet. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère que ce sera lui. Bah oui. Voilà, c'est tout. J'en pense. Les 3 sont dans un mouchoir de poche au niveau du classement mondial. Voilà, ils sont à peu près. Au niveau classement, ils sont à peu près au même niveau. Au niveau classement, ils sont peut-être dans un mouchoir de poche, mais là, par contre, j'irai j'irai sur Arthur, parce qu'il est en forme en ce moment. On vous l'a dit tout à l'heure. Il a fait des belles performances cette année. S'il fait un bon Roland-Garros, ça peut l'emmener vers les Jeux Olympiques. Voilà, il prend ses marques. Là, il prend ses marques. Voilà, s'il peut confirmer sur ces belles prestations actuelles, ça peut l'amener aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques qui se dérouleront dans le stade de Roland-Garros. Tout à fait. C'est à Paris, les JO? C'est à Paris, les JO, effectivement. Ça change tout. Ça change tout. Ça fallait nous le dire. S'il ne réussit pas, il s'appellera toujours Arthur. Il se fera Arthur. Alors, on va terminer par du tennis. Ce 22 mai, le tennisman russe Daniil Medvedev, numéro 5 mondial, est venu inaugurer un équipement sportif à Maison Lafitte. Le vainqueur de l'US Open 2021 a passé 3 saisons au sein de ce club de 2014 à 2016. C'était la première fois qu'il revenait dans la ville. Alors on valide ou pas le nom de Daniil Medvedev pour un équipement sportif dans les Yvelines?
Oui, On fait pas de politique, on est Bah non, Non, voilà. On fait pas de politique, on fait du sport. C'est sportif. C'est une émission sportive, donc on valide largement même. Vous en pensez quoi du coup, de Dani Medvedev justement qui a joué 3 ans aussi à Maison Lafitte, il faut le retenir. Voilà. C'est un joli Vous le saviez déjà? Ouais, c'est un joli clin d'œil. Vous le saviez, Philippe, parce que j'ai regardé. J'ai bossé avant. Donc, t'as les notes, tu ouais, vois. non, mais c'est, T'as les notes. c'est ça. Non, mais il a été lancé par, parce qu'il a que 25 ans qu'il a. 28 ans. 28 ans. quand Ouais, même. il Ah, a tout à fait. Il a bossé, mais pas tout raté, à alors. Il y fait. avait 3 ans. C'est il y a 3 ans. Ah, c'est il y a 3 ans, donc il avait Tes 25 notes, ans. voilà, Ils tes l'ont notes, relancé il y a 25 ans. Voilà, tes Ah, notes, elles sont de ouais, 3 ans. c'était juste derrière. Regardez Ouais. dans le quid et pas sur, pas sur Non, Wikipédia. puis en plus, je trouve que c'est bien juste avant Roland Garros. Je pense que c'est super. C'est un bon clin d'œil au club déjà. Ouais, il a pu un bon rencontrer clin d'œil. aussi le personnel du club, Ouais. les jeunes aussi Ouais, du ouais, club. ouais. Et en fin de compte, c'est quelque chose. C'est pour les remercier en fin de compte. Donc je trouve que c'est pas mal. En plus, il a une chance aussi de gagner Roland Garros. Hein. Tout est possible avec lui. Il a dit que c'était quand même pas sa cinquième. surface de prédilection. Non, mais bon, Mais, il n'y a pas il peut gagner. il y a pas de joueur au niveau. Voilà, comme on dit nous, les Français, il n'y en avait pas. Mais qui va gagner je peux pas dire qui c'est qui va gagner. Avant, on disait toujours c'est Nadal tout le temps. Mais voilà, mais maintenant il n'y a plus Nadal, donc tout est possible parce que c'est complètement. Ils se tiennent, tous les joueurs dans les 10 premiers, ils se tiennent. S'il fallait remettre une pièce dans la machine, c'est de dire à nouveau que peut-être qu'il nous manque des champions qui durent dans le tennis français pour pouvoir donner un nom à tous les stades, de tennis de France. Il y aura peut-être un stade Rainer Knecht, peut-être. Mais là, il faut une grande affiche, il faut une grande pancarte. Mais non, c'est bien de voir la reconnaissance d'un joueur international de très haut niveau qui a joué à Maison et qui a la reconnaissance quand même Qui revient à la maison. qui revient à la maison et qui offre son nom. Ça c'est très bien avec la communication et autres qui va autour. C'est très bien pour le club de Maison Lafitte. Donc Jean valide. Ah bah bien sûr, il revient à la maison. Alors c'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation du tennisman Rafael Nadal. Combien de titres Rafael Nadal à Roland Garros? 9. 9? Un peu plus. Un peu plus 11. 15. 14. Voilà, vache. 14. Peut-être 15 cette année, vous l'avez peut-être annoncé, Philippe Volac. Ouais, donc c'est ma fiche. Alors, sa citation, on gagne C'est la plus fiche. avec le cœur, avec la volonté qu'avec autre chose. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.